Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Plus de 36 milliards de francs CFA, c'est le montant de 2 nouvelles conventions signées entre le Mali et l'Union européenne aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Ces 2 accords de financement concernent les domaines comme la sécurité alimentaire, l'agriculture et le changement climatique. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale de lutte contre le paludisme. Cette journée est l'occasion de renforcer la sensibilisation sur l'importance de la prévention et la prise en charge des malades. Le thème de cette édition est « En finir définitivement avec le paludisme ». Merci de votre fidélité. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Et à l'ouverture de cette édition, parlons de cette audience que le président de l'Assemblée a accordée à une délégation de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples. Cette délégation est venue remercier notre pays pour son appui inconditionnel à la République de Cuba pendant les moments difficiles de la révolution cubaine. Nous écoutons la directrice de l'Institut à sa sortie d'audience au micro de Dauda Sidiki Diarra. Nuestro principal objetivo es enviar un saludo al pueblo maliense. C'est une visite de courtoisie dans laquelle nous avons tenu à remercier l'appui conditionnel du peuple malien à l'endroit du peuple cubain, surtout dans les moments difficiles de la révolution cubaine, dans les moments difficiles aussi pour vraiment requérir la solidarité mondiale pour la libération des 5 héros qui est aujourd'hui une réalité. C'est un appel à l'endroit du peuple malien pour simplement dire que la lutte continue. La lutte continue dans le sens que nous sommes toujours dans la recherche pour vraiment lever immédiat du blocus et vraiment c'est-à-dire l'élimination directe de base militaire qui est à Guantanamo. Donc nous sommes toujours dans cette logique de la solidarité mondiale et nous sommes toujours dans la lutte jusqu'à ce que nous ayons ce que nous appelons à 100%, qui n'est pas d'abord effectif. Je le disais dans les titres, le Mali et l'Union européenne viennent de signer 2 nouvelles conventions. L'Union européenne vient donc de mettre à la disposition du Mali la somme de 36,7 milliards de francs CFA. Ces 2 accords de financement concernent la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'agriculture durable et la lutte contre le changement climatique. Sira Batili nous en parle. Nouvel engagement de l'Union européenne pour le Mali, le montant 36,7 milliards de francs CFA. Il est destiné à renforcer la sécurité alimentaire au Mali et sa résilience face aux effets du changement climatique. Ces 2 nouvelles conventions ouvrent ainsi la voie au programme de réforme sectorielle consacré à la sécurité alimentaire et l'agriculture durable. Elles permettent également la mise en route de la 2e phase de l'Alliance globale contre le changement climatique. Le programme de réforme sectorielle qu'on appelle SANAD, appuiera la gouvernance du secteur agricole et en particulier le développement de la chaîne de valeur du riz au Mali. Ce 2e programme, AGCC 2, contribuera à la gestion durable des ressources naturelles en réponse aux enjeux du changement climatique. L'Union européenne poursuivra donc son engagement pour que l'État malien renforce sa légitimité et développe les moyens de répondre aux besoins de sa population. Dans le programme de réforme sectorielle, il est prévu d'aménager à l'Office du Niger 2500 hectares supplémentaires pour une production de 15 000 tonnes de riz. L'Alliance globale contre le changement climatique, dans sa 2e phase, compte améliorer le flux d'informations dans le domaine du changement climatique et de la foresterie. Au regard de l'importance de ces différents appuis dans le secteur du développement rural et de l'environnement, je puis vous donner l'assurance que le gouvernement de la République du Mali, dans toutes ses composantes, ne ménagera aucun effort pour une meilleure coordination de ces différents projets.
Il convient de souligner également qu'une attention particulière sera accordée au suivi du respect des indicateurs de l'appui budgétaire général conjointement approuvés par nos deux parties. À l'issue de la cérémonie de signature, les responsables des directions de la coopération de l'Union européenne et des affaires étrangères ont animé une conférence de presse sur les enjeux et les perspectives de la coopération Mali-Union européenne, occasion de passer en revue les projets déjà financés dans le domaine du développement rural et du transport. En image, le nouvel ambassadeur du Mali en République du Congo, Bakary Bokar Maïga, vient de présenter ses lettres de créance au président Denis Sassou Nguesso. La cérémonie solennelle a été suivie d'un entretien entre les deux personnalités, au cours duquel le président Denis Sassou Nguesso a salué les excellents liens d'amitié et de fraternité qui existent entre les deux pays. Et de son côté, le diplomate malien s'est engagé à imprimer une nouvelle dynamique aux relations bilatérales. Ce mardi 25 avril, c'est la journée internationale de lutte contre le paludisme. Cette journée est l'occasion de renforcer la sensibilisation sur l'importance de la prévention ainsi que la prise en charge rapide des malades du paludisme. Le thème de cette année est « En finir définitivement avec le paludisme ». Reportage Mamadou Fani. Un Mali sans paludisme, telle est la vision du gouvernement pour l'horizon 2030. À l'instar de la communauté internationale, le Mali célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette journée est couplée à la semaine nationale de lutte contre cette maladie. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est donc l'occasion de renouveler l'engagement politique et de continuer à investir en faveur de la prévention contre le paludisme, cette maladie qui continue de faire des morts à travers le monde. Cette activité offre l'occasion au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de renforcer le plaidoyer et la mobilisation sociale autour des stratégies de lutte contre la maladie. Au Mali, l'initiative américaine de lutte contre le paludisme a contribué à réduire de 49% la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Au Mali, le paludisme constitue un réel problème de santé publique et représente 42% des motifs de consultation. Les statistiques sanitaires de 2015 font état d'environ 3 317 000 cas de paludisme recensés dans les formations sanitaires publiques et communautaires. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme permet d'intensifier la communication avec l'implication de tous les acteurs intervenants dans ce domaine. Séminaire sous-régional du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Il s'agit à travers cette rencontre de sensibiliser les leaders religieux et les chefs d'entreprise sur leur rôle dans la lutte contre ce fléau. Le point de l'ouverture des travaux avec Al-Jumatina. Le blanchiment des capitaux et le terrorisme font partie aujourd'hui des fléaux qui mettent en péril les systèmes démocratiques, économiques et financiers des États. La lutte contre ces dangers nécessite une synergie d'action, d'où ces assises de Bamako avec le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA. Il s'agit pour le GIABA d'élargir le champ de son action par une utilisation optimale de la forte capacité d'influence des leaders religieux dans la lutte contre certains fléaux qui minent notre société. Notre démarche est de sensibiliser et former toutes les structures socio-professionnelles du Mali en vue de trouver une solution concertée et pacifique contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces assises s'inscrivent dans la droite ligne des efforts déployés par notre sous-région et singulièrement par notre pays pour éradiquer le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Puisqu'il s'agit d'une question de sécurité collective, alors toutes les stratégies pour endiguer ces fléaux sont les bienvenues. L'initiative du GIABA vise à consolider les cadres juridiques et les organismes de lutte contre le phénomène. L'argent issu du trafic de la drogue, l'argent issu des pires actes criminels. Ce sont souvent ces gens mal intentionnés qui viennent vous solliciter, vous, gens de bonne foi, qui ne demandez jamais la couleur ni la provenance de l'argent lorsqu'elle vous est destinée pour construire des mosquées.
Le séminaire de 2 jours permettra aux leaders religieux et les chefs d'institutions religieuses d'échanger avec les experts sur des questions, entre autres, rôle des leaders religieux dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et les organismes religieux comme instrument de promotion de la coexistence pacifique. Une autre rencontre sous-régionale, mais cette fois sur la meilleure gouvernance de la gestion des ressources minières et naturelles. Cet atelier regroupe des parlementaires et conseillers municipaux venus du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali et de la Guinée-Conakry. Reportage Mamadou Fani. L'Afrique de l'Ouest regorge d'énormes ressources naturelles. Ces ressources, notamment celles liées aux industries extractives, font l'objet d'exploitations abusives par les multinationales. C'est dans ce contexte que se tient un atelier sous-régional à l'intention des élus pour une meilleure gouvernance de la gestion des ressources minières et naturelles. La CEDEAO a élaboré des directives qui peuvent être des éléments fondamentaux de la mise en œuvre de cette vision minière de l'Afrique. Nous devons voir ensemble comment opérationnaliser ces directives au niveau de nos différents pays. Il s'agit à travers cette rencontre de renforcer les capacités des décideurs politiques, notamment les parlementaires et les élus locaux, pour mieux comprendre les enjeux et contribuer au changement politique en lien avec les industries extractives. Nous avons besoin de ressources pour financer les infrastructures sans lesquelles notre développement sera impossible. Le seul secteur qui peut permettre d'engranger ces ressources, c'est le secteur extractif, c'est le secteur minier. À condition, bien entendu, que les revenus qui en sont tirés soient utilisés pour les besoins de financement des infrastructures économiques de notre pays. Cette formation qui dure 2 jours sera structurée autour des modules qui seront traités en plénière par les membres des équipes de recherche provenant de 6 pays de la CEDEAO. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a rendu une visite de courtoisie à l'association permanente des chambres de métiers du Mali, à l'UNTM, à la CFTM ainsi qu'à la CDTM. Cette prise de contact vise à demander l'accompagnement des partenaires en question pour booster la création d'emplois afin d'atteindre l'objectif des 200 000 emplois promis par le président de la République. Ces différentes centrales syndicales ont réitéré leur soutien au ministre Mauloud Ben Katra pour la réussite des missions. Travailler main dans la main pour l'accès à des soins de qualité pour tous, c'est le message que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a livré ce matin devant les membres de son cabinet, les directeurs et chefs de service des structures relevant de son département. Ramata Konaté a suivi cette rencontre. D'entrée de jeu, le ministre de la Santé a sollicité le soutien de l'ensemble de ses collaborateurs pour faire face aux défis sanitaires du moment. C'est un peu ça, la couverture universelle. Mais bien sûr, dans ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Beaucoup de choses. Il y a les urgences sanitaires et il y a également le renforcement des partenariats avec l'armée, les services de santé des armées. Et il y a également le partenariat public-privé. Et on doit aussi réfléchir sur des actions qu'on pourra mettre en œuvre de façon immédiate, de manière à ce que la santé s'approche au maximum de la population. Pour ce faire, les directeurs et chefs de service présents ont proposé des pistes de solutions. Parmi celles-ci, l'amélioration de la qualité des intrants médicaux, le recrutement et la formation du personnel sanitaire. Outre ces suggestions, un accent particulier doit être mis sur la communication. Une communication proactive selon les intervenants en vue de la prévention des crises. Les participants se sont également prononcés sur la prise en charge médicale des pèlerins. On m'a rassuré que, en tout cas, nos équipes sont prêtes au niveau du bureau du Hajj et que les examens se déroulent normalement. La rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance de convivialité a été une occasion pour les participants de féliciter le professeur Sow pour sa nomination au poste de ministre de la Santé. Et bonne nouvelle pour la commune rurale de Kéméni dans le cercle de Bla qui dispose désormais d'un micro-barrage. L'infrastructure a été financée à plus de 70 millions de francs CFA par le Canada à travers le programme alimentaire mondial et un consortium d'ONG. Reportage Candécila. Merci au Canada pour son soutien à la sécurité alimentaire de Kéméni.
un slogan des communautés de Kéméni, chef-lieu de commune dans le cercle de Bla, qui vient de bénéficier des micro-barrages financés par la coopération canadienne. Ce micro-barrage qui se situe dans le cadre du projet de renforcement des capacités de résilience des ménages vulnérables du programme alimentaire mondial PAM. Cet ouvrage a coûté la somme de 72 millions de francs CFA. Le pont-barrage est construit en béton armé. Il est long de 41 mètres sur 5 mètres de largeur avec 6 passes d'eau. Sa durée de vie est estimée entre 30 au moins et 50 ans. La grande mobilisation des communautés de Kéméni et de ses environnants à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration traduit à suffisance l'importance de ce micro-barrage dans le développement de la localité. Les habitants des deux communes situées sur la rive gauche de la rivière n'avaient d'autre choix que d'utiliser des pirogues pour traverser le chenal, les séparant de Kéméni et de la route nationale numéro 6. Ce barrage-là va permettre non seulement de retenir l'eau, et autour de l'eau, toutes les activités qui concourent à améliorer la sécurité alimentaire des populations. Donc je vous dis tout simplement que la symbolique est forte pour nous aujourd'hui, pour satisfaire les populations vulnérables. On note que dans le cadre de ce partenariat, la localité a bénéficié d'autres activités majeures, dont un site maraîcher et une piste rurale. Les producteurs de la région de Mopti peuvent désormais avoir des prévisions météorologiques à l'échelle de leur cercle. Le projet Mali Changement climatique et activités d'adaptation vient de signer un contrat dans ce sens avec Mali Météo. Le point avec Yacouba Maïga. Le projet Changement climatique, activités d'adaptation MCCA et l'Agence nationale de la météorologie Mali Météo veulent promouvoir l'adoption de solutions locales à la variabilité climatique et des changements en mettant à la disposition des producteurs des informations météorologiques fiables et dans un délai approprié. D'où la mise en place d'un nouveau système de production des prévisions météorologiques, dites prévisions localisées, uniques à la région de Mopti. Nous voulons que les paysans prennent cette information et décident de leur campagne à travers cette information. C'est pour cela que MCCA a travaillé avec Mali Météo pour faire une prévision au niveau régional. Pour une large diffusion des bulletins journaliers, hebdomadaires, décadaires ou encore les prévisions saisonnières, MCCA a densifié un réseau de collecte des données en offrant des pluviomètres à plus de 200 villages. Ces informations sont très utiles pour nous. S'il y a le vent fort, par exemple, nous divisons les informations et ça permet aux gens de prendre des précautions pour faire face à la réalité du temps. Depuis la campagne passée, nous avons pris l'habitude de suivre ces informations météorologiques par rapport à l'installation de l'hivernage. À travers Mali Météo, l'hivernage s'est installé comme prévu. Le projet Mali Changement climatique, activité d'adaptation, est financé par l'USAID et couvre 25 communes et 125 villages sur toute l'étendue de la région de Mopti. Bientôt le début de la phase de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR. Une délégation mixte de la Commission nationale DDR et intégration accélérée est à Gao depuis hier pour échanger avec les forces vives de la région et le dispositif du MOC sur le sujet. De Gao, le reportage de Drissa Koni. Cette mission fait suite à la réunion de haut niveau du comité de suivi de l'accord tenu le 10 février à Bamako qui a instruit de procéder au DDR et intégration accélérée pour les éléments du MOC. Une opération qui permettra de donner un statut définitif et rassurant aux combattants du MOC. Cette mission, c'est pour préparer cette opération test de DDR intégration accélérée pour les éléments du MOC pour nous permettre de donner souffle nouveau, une nouvelle dynamique à la mise en œuvre de l'accord après toutes les réussites que vous savez, notamment les installations des autorités intérimaires et les autres aspects de la mise en œuvre de l'accord. La mission qui séjournera 72 heures dans la cité des Askia a rencontré les forces vives de la région. Les échanges ont porté sur la pertinence de cette phase préparatoire dont la viabilité sera l'élément déclencheur du processus inclusif avec une implication active de tous pour sa réussite. Effectivement, c'est pour cela qu'on l'appelle opération test de DDR intégration accélérée. Car si nous réussissons cette phase, c'est le gage de la réussite de l'ensemble du processus DDR intégration pour la mise en œuvre de l'accord. Les participants, composés d'autorités administratives et politiques, des forces de défense et de sécurité, la force Barkhane, la MINUSMA, les représentants de la société civile,
les jeunes et les femmes ont adhéré à l'option tout en soulevant des préoccupations d'ordre sécuritaire. Présentation du rapport de Africa Pulse par la Banque mondiale. Ce document est destiné à faire l'analyse des enjeux sur l'avenir économique de l'Afrique. C'était au cours d'une vidéoconférence organisée depuis Washington. Mamadou Fane, reportage. L'Afrique subsaharienne continue de tirer la croissance de l'économie africaine. C'est ce qui ressort en substance du rapport d'Africa Pulse, un document qui analyse les enjeux façonnant l'avenir économique du continent, publié par la Banque mondiale par vidéoconférence. Au niveau macroéconomique, l'Afrique a connu un ralentissement de sa croissance économique en 2016, qui a été principalement du fait de la situation de léthargie que traversent les trois grandes économies de la région, à savoir le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola. Malgré ce contexte relativement défavorable, on note qu'un certain nombre d'autres pays ont enregistré de très bonnes performances. Pour 2017, le taux de croissance de l'économie africaine est estimé à 2,6%. Cependant, elle reste inférieure au taux de croissance de la population. Il faut donc augmenter les investissements dans le continent pour rattraper ce retard. L'accent qui a été mis sur la question de la gestion des infrastructures de manière à résorber le déficit. Ce déficit a été estimé en moyenne à 48 milliards de dollars. L'instabilité politique à travers le monde, le renforcement du sentiment nationaliste par les grandes puissances constituent aujourd'hui des facteurs de risque pour le continent. Le renforcement du cadre macroéconomique et structurel est indispensable pour soutenir la croissance en Afrique. Et la Fondation Orange Mali célèbre son 10e anniversaire par une conférence de presse. Il s'agit pour les responsables de cette structure de rappeler les grandes réalisations et de parler des perspectives. Pour plus de détails, nous écoutons Awa Diallo, administratrice générale de la Fondation Orange Mali. Elle est au micro de Batraouri. Par domaine d'activité, on peut dire que dans le domaine de la santé, par exemple, on a été très heureux de pouvoir réaliser un centre d'accueil pour les femmes qui sont victimes de fistules au sein de l'hôpital de Sigasso avec une capacité d'accueil de 40 malades. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Dans le domaine de l'éducation, nous sommes fiers aujourd'hui, avec l'appui de la Fondation Orange France, d'avoir réalisé au Mali 5 projets villages Orange, que nous allons continuer d'ailleurs en 2017. D'ici la fin 2017, nous serons exactement à 7 projets villages qui ont été réalisés dans le domaine de l'éducation. Et dans le domaine de la culture, nous appuyons beaucoup les festivals. L'État ne peut pas tout faire, donc nous aidons près d'une dizaine de festivals aujourd'hui en République du Mali. Nous soutenons le théâtre, nous soutenons la danse, nous soutenons beaucoup d'activités culturelles. Et dans le domaine de la solidarité, ce sont plus de 100 millions que nous investissons chaque année pour donner des vivres à des structures d'accueil des enfants issus de milieux démunis, à des associations. Nos perspectives, c'est le lancement des programmes d'éducation numérique, aussi bien pour les élèves de l'école publique. Donc nous devons déployer plus d'une trentaine d'écoles numériques en partenariat bien sûr avec le ministère de l'Éducation nationale et 5 maisons digitales pour initier les femmes aussi au digital. Donc ça c'est en partenariat avec le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Et ce communiqué, le consul général du Mali à Paris rappelle à la communauté malienne que les sessions d'enrôlement au RAVEC entamées le 18 avril 2017 au Mureux se poursuivront jusqu'au 12 mai 2017 à l'adresse suivante: 14 rue Blériot, 78 130 Les Mureaux, gare Les Mureaux, bus 7, arrêt terminus. Le consul général invite les personnes désirant se faire recenser à se présenter à la dite adresse munis de l'extrait de leur acte de naissance, pas de photocopie. Le consul général compte sur la bonne compréhension de tous. Pour la célébration du 91e anniversaire de la reine Elisabeth II, l'ambassadrice de la Grande-Bretagne au Mali a organisé un cocktail à son domicile et plusieurs diplomates étrangers et nationaux étaient présents à cette invitation. Fousséni Tunkara y était aussi pour son reportage.
Célébrer la reine Elisabeth, 91 ans aujourd'hui, est une fierté pour les Britanniques, à en croire l'ambassadrice de la Grande-Bretagne dans notre pays et initiatrice de la présente invitation à son domicile. Et pour nous les Britanniques, notre reine est très importante. Elle fait partie de la vie nationale. On est très contente de pouvoir fêter et pouvoir exprimer notre amour pour notre reine. L'instant a enregistré la présence de plusieurs diplomates étrangers et 10 ministres du gouvernement malien. La présence en nombre des ministres n'est pas fortuite. Nous travaillons avec les Britanniques sur les questions de développement économique et social, mais aussi sur les questions de paix, de sécurité et sur les questions de gouvernance. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne est aussi un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, un membre aussi qui a apporté de façon constante son appui pour le respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Mali. La reine Elisabeth, ainsi célébrée, est née le 21 avril 1926 en Angleterre. Elle devient la reine d'Angleterre le 6 février 1952 et détient pour le moment le second plus long record de règne pour un monarque britannique. Parlons également de cette marche de soutien au comité provisoire de normalisation du football malien. C'est pour soutenir la décision de dissolution du comité exécutif de la Fédération malienne de football. La marche pacifique est partie de la Bourse du Travail à la primature. Le point avec Al Jumatina. Ils étaient des centaines de supporters, de dirigeants sportifs, des joueurs, des sympathisants et des parents des joueurs à battre le pavé pour soutenir la décision de dissolution du comité exécutif de la FEMAFOOT par le gouvernement. Encadré par la police nationale, la gendarmerie et la garde nationale, la marche est partie de la Bourse du Travail. Les marcheurs, avec à leur tête le collectif des clubs et ligues majoritaires, se sont dirigés vers la primature pour remettre un mémorandum au Premier ministre. Nous n'avons que un terrain d'entente avec le gouvernement, c'est de faire en sorte que le football malien soit. Il a parlé d'intégrité et de gestion, et c'est cela le sens de notre combat, mais également de soutenir la décision de dissolution du comité exécutif de la fédération. Ce qui doit aboutir, c'est l'instauration de la transparence, l'instauration de la bonne gouvernance dans le football malien. Et c'est l'œuvre de tout le monde. Pour qui? Pour le bénéfice du Mali, pour le bénéfice de son football et pour le bénéfice surtout, il a répété, des jeunes footballeurs. Quant au chef du gouvernement, Abdoulaye Idrissa Maïga, il dit prôner le dialogue social en vue de trouver un terrain d'entente pour sortir de la crise. Le Premier ministre a ensuite informé les marcheurs de la mise en place d'une équipe de conciliation qui est déjà à pied d'œuvre pour rencontrer tous les acteurs. Et ce communiqué, c'est avec une grande tristesse que le comité provisoire de la FEMAFOOT a appris les incidents qui ont eu lieu au complexe Air Makono du Djoliba le lundi et qui ont entraîné un mort et des blessés. Il condamne avec la dernière énergie ces actes qui n'honorent point notre football. Il salue la mémoire de la victime, présente toutes ses condoléances à sa famille éplorée et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le comité provisoire de la FEMAFOOT s'engage à mettre tout en œuvre pour lutter contre la violence sous toutes ses formes et ramener la sérénité dans le football malien. La patrouille de la brigade mobile d'intervention BMI vient de découvrir un chargement de faux médicaments sur la route de Kangaba. Ce camion en provenance de la Guinée-Conakry transportait du bois de chauffe. Abdraman Djakité, chef BMI, est au micro de Mariam Sagara pour plus d'informations. Un camion 10 tonnes en provenance de Kangaba, interpellé au lieu du bois de chauffe qui constituait l'ossature de chargement, se trouvait en dessous à peu près l'équivalent de 5 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits. C'est une quantité impressionnante. La cargaison est surtout constituée de diclopara, de gébédol, de périactine contrefait. Généralement, c'est des médicaments antidouleurs qui sont des faux médicaments qui vous soulagent pour que vous reveniez le lendemain et prendre les mêmes médicaments. Donc, ils ont un effet plutôt d'addiction et non un effet soignant. Le plus inquiétant, c'est surtout la présence de solutions injectables, notamment le ceftriaxone qui est vendu en pharmacie
à l'importation, suivi des règles bien définies. Les sociétés commerciales pharmaceutiques de la place ont les moyens nécessaires pour importer ces genres de produits injectables qui nécessitent quand même une certaine température. Lorsque ces produits circulent à 40-45 degrés sous le soleil, le principe actif ne peut plus exister, donc ils deviennent impropres à la consommation. Ils ne sont pas des produits labellisés. Vous voyez juste qu'on écrit ceftriaxone là-dessus. Et généralement, nous n'avons pas les laboratoires qui fabriquent ces produits sur les étiquettes de ces emballages. Et une nouvelle apparition dans vos librairies, elle est intitulée Le Grenier. L'auteur est Gaussou Diawara. Le roman est une sorte d'autobiographie dans laquelle l'auteur revisite son enfance avec ses jours de joie alternés de tristesse. Un livre édité par La Sahélienne. Et vous pourrez revoir ce journal sur www.ortm.ml. Demain, 13h, Aïssata Ibrahim Maïga. Et moi, je serai là pour les éditions du soir. Vous aussi, je l'espère. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Bonne soirée à tous.